J'attendis avec un peu d'anxiété. Au bout de 10 minutes, McConnor revint, et il ne me parut pas beaucoup plus calme. « Eh bien ?» demandai-je. « Vous aviez raison, » me répondit-il, l'air un peu vexé. « Ce monsieur n'est pas très aimable. Je me suis présenté, j'ai décliné mes qualités. Il ne m'a même pas tendu la main. Je me suis efforcé alors de lui expliquer combien nous tous à bord serions heureux qu'il acceptât de jouer une partie simultanée contre nous. Il demeura raide comme un piquet et me répondit qu'il regrettait, mais qu'il s'était expressément engagé par contrat vis-à-vis de son agent, à ne jamais jouer durant toute sa tournée sans toucher d'honoraires. Il se voyait donc obligé de demander au minimum 250 $ par partie. Je me mis à rire. Je n'aurais jamais pensé que pousser des pions d'un carreau noir sur un carreau blanc fût une affaire aussi lucrative. J'espère que vous lui avez poliment tiré votre révérence. Mais McConnor garda tout son sérieux. La partie aura lieu demain après-midi à 3h dans ce fumoir. J'espère que nous ne nous laisserons pas si facilement battre à plat de couture. Quoi ? Vous avez accepté ces conditions ? M'écriai-je consterné. Pourquoi pas ? C'est son métier. Si j'avais mal aux dents et qu'il se trouvait un dentiste à bord, je ne lui demanderais pas de m'arracher une dent gratuitement. Tchentovitch a bien raison d'y aller carrément. Dans tous les domaines, les gens vraiment capables ont toujours su faire leurs affaires. Et quant à moi, j'estime que plus un marché est clair, mieux cela vaut. Je préfère payer cash plutôt que de compter sur les faveurs du sieur Tchentovitch et d'être obligé de le remercier pour finir. Après tout, à mon club, il m'est arrivé de perdre plus de 250 $ en un soir. Et cela sans avoir le plaisir de jouer contre un champion du monde. Pour un joueur de 3e classe, il n'y a pas de honte à être battu par un Tchentovitch. Je fus amusé de voir combien l'amour-propre de McConnor avait été profondément blessé par cette innocente expression de joueur de 3e classe. Mais puisqu'il était résolu à faire les frais de ce coûteux plaisir, je n'avais rien à objecter contre sa ridicule vanité, puisqu'elle allait enfin me permettre de voir de plus près le singulier personnage qui excitait ma curiosité. Nous nous hâtâmes d'informer de l'événement les 4 ou 5 joueurs d'échecs que nous connaissions à bord. Et pour être aussi peu gênés que possible par le flot des badauds, pendant le match prévu, nous fîmes réserver toutes les tables voisines de la nôtre. Le jour suivant, à l'heure convenue, notre petit groupe était au complet. Bien entendu, on donna à McConnor la place qui faisait place à celle du maître. Nerveux, l'Écossais allumait cigare sur cigare, en consultant sans cesse la pendule. Mais notre illustre champion se fit attendre 10 bonnes minutes, ce qui ne m'étonna guère, après les récits de mon ami, et il fit ensuite son apparition avec un insolent aplomb. Il se dirigea vers la table d'un pas tranquille et mesuré, sans se présenter. « Vous savez qui je suis ? Et cela ne m'intéresse pas de savoir qui vous êtes », semblait-il nous signifier par cette impolitesse. Il se mit à organiser le jeu avec une sécheresse toute professionnelle. « Ah, hello, sorry, I'm reading a book in French. » Okay, so if you want to learn French. Voilà. Donc il se mit à organiser le jeu avec une sécheresse toute professionnelle. Comme une partie simultanée ordinaire était impossible, faute d'un nombre suffisant d'échiquiers, il proposa que nous jouions tous ensemble contre lui. Après chaque coup, il s'en irait à l'autre bout de la chambre pour ne pas troubler nos délibérations. Aussitôt que nous aurions joué, nous frapperions sur un verre avec une cuillère pour l'avertir, puisque malheureusement, il n'y avait pas ici de sonnette. Si nous étions d'accord, on fixerait à 10 minutes le temps d'intervalle entre 2 coups. Nous acceptâmes naturellement toutes ces propositions comme de timides écoliers. Le sort donna les noirs à Tchentovitch. En réplique à notre ouverture, il joua son premier coup sans même s'asseoir et s'en fut aussitôt dans le fond de la pièce, à la place qu'il avait choisie pour attendre. Là, il feuilleta négligemment un journal illustré. Le sort donna les noirs donc à Tchentovitch. En réplique à notre ouverture, il joua son premier coup sans même s'asseoir et s'en fut aussitôt dans le fond de la pièce, à la place qu'il avait choisie pour attendre. Là, il feuilleta négligemment un journal illustré. Le récit détaillé de cette partie offrirait peu d'intérêt. Elle se termina, bien sûr, comme elle devait se terminer, en 24 coups. Nous étions déjà complètement battus.
Quoi d'étonnant à ce qu'un champion mondial ait aisément raison en un tournement d'une demi-douzaine de joueurs moyens ou à peine moyens. Ce qui nous était désagréable, c'était seulement la suffisance avec laquelle Tchentovic nous faisait sentir de façon trop évidente sa supériorité. À chaque coup, il ne jetait sur l'échiquier qu'un regard en apparence distrait, nous considérait négligemment, en passant comme si nous n'étions nous-mêmes que d'inertes pièces de bois. Et cette attitude désinvolte faisait involontairement songer au geste avec lequel on lance un os à un chien galeux en se détournant. S'il avait un peu de délicatesse, me disais-je, il pourrait attirer notre attention sur les fautes que nous faisons, ou bien nous encourager d'un mot aimable. Mais non, la partie terminée, cette machine à jouer aux échecs prononça « mat », sans plus, puis resta là, immobile et muet, attendant de savoir si nous désirions recommencer. On est toujours dépourvu de moyens devant les épidermes aussi épais, et je m'étais déjà levé, signifiant par là que pour ma part, du moins j'estimais terminé ce divertissement. Lorsqu'à mon grand dépit, j'entendis Mac O'Connor dire à côté de moi d'une voix tout enrouée « Revanche !» Je fus presque épouvanté de son ton provoquant. En ce moment, Mac O'Connor faisait en effet plutôt penser à un boxeur qui va asséner un coup qu'à un gentleman bien élevé. Était-ce la manière peu agréable dont nous avait traité Tchentovic ou simplement son ambition maladive et irritable? Toujours est-il que Mac O'Connor paraissait avoir changé de nature. Rouge jusqu'à la racine, des cheveux, les narines dilatées, il transpirait visiblement et se mordait les lèvres. Un pli profond se creusait de sa bouche à son menton, tendu en avant, l'air agressif. Dans ses yeux, je reconnus avec inquiétude cette flamme de folle passion qui ne saisit d'ordinaire que les joueurs de roulette, quand pour la 6e ou 7e fois, ils ont misé double sur une couleur qui ne sort pas. À cet instant, je fus certain que cet amour-propre forcené allait lui coûter toute sa fortune, qu'il allait jouer et rejouer sans cesse en simple ou en doublé contre Tchentovic, jusqu'à ce qu'il ait gagné au moins une fois. Et si le champion persévérait, Mac O'Connor serait pour lui une mine d'or, dont il tirerait bien quelques milliers de dollars avant que nous ne soyons à Buenos Aires. Demeura impassible. Comme il vous plaira, répondit-il poliment. C'est à ces messieurs de prendre les noirs. La deuxième partie débuta, comme la première, à la seule différence que notre cercle s'était élargi et animé de quelques curieux. Mac O'Connor regardait fixement l'échiquier. On eût dit qu'il voulait magnétiser les pièces pour les mener à la victoire. Je sentais qu'il eût volontiers donné 1000 dollars pour avoir le plaisir de crier « mat » à son peu galant adversaire. Bizarrement, il nous communiquait malgré nous quelque chose de sa ténacité acharnée. Nous discutions chaque coup avec plus de passion qu'auparavant, et nous ne nous mettions d'accord qu'au dernier moment pour donner à Tchentovic le signal qui le rappelait à notre table. Nous étions parvenus ainsi, peu à peu, au 17e coup, et à notre propre ahurissement, la situation se présentait à notre avantage. Car, chose incroyable, nous avions réussi à amener le pion de la ligne C jusqu'à l'avant-dernière case C2. Il ne restait qu'à l'avancer en C1 pour faire une nouvelle dame. Nous n'étions, il est vrai, pas tout à fait rassurés devant une chance aussi apparente. À l'unanimité, nous soupçonnions Tchentovic, qui, devant cet avantage que nous paraissions avoir conquis, voyait évidemment beaucoup plus loin que nous de nous tendre cet appât avec d'autres intentions. Mais nous eûmes beau chercher et discuter, nous ne pûmes découvrir le traquenard. Finalement, le délai de réflexion réglementaire touchant à sa fin, nous nous décidâmes à risquer le coup. Déjà, Mac O'Connor poussait le pion, lorsque quelqu'un le saisit brusquement par le bras et lui chuchota avec véhémence. « Pour l'amour du ciel, pas cela !» Involontairement, chacun se retourna. Nous vîmes un homme d'environ 45 ans, au visage étroit et anguleux, que j'avais déjà rencontré sur le pont et qui m'avait frappé par sa pâleur étrange, son teint presque crayeux. Il avait dû s'approcher de nous durant ces dernières minutes, pendant que nous étions absorbés tout entiers par le problème à résoudre. Sentant nos regards posés sur lui, il ajouta très vite. « Si vous faites dame maintenant, il vous attaque immédiatement avec le fou en C1, et vous ripostez avec le cavalier. Mais entre-temps, il ira menacer votre tour en D7 avec son pion libre, et même si vous faites échec avec le cavalier,
vous êtes perdu et battu en 9 ou 10 coups. Ce sont à peu près les positions qu'avaient Alchétchine et Bogoljubov lors du grand tournoi de Pistian en 1922. Surpris, McConnor lâcha la pièce qu'il tenait dans la main et regarda émerveillé, comme nous tous, cet homme qui semblait tomber du ciel tel un ange sauveur. Pour prévoir 9 coups d'avance qui feraient mat, ce devait être un professionnel distingué, peut-être même un champion concurrent de Tchentovic, se rendant au même tournoi. Son arrivée et sa soudaine intervention, à un moment aussi critique, tenaient presque du miracle. Ce fut McConnor qui se ressaisit le premier. « Que me conseillez-vous » murmura-t-il fort excité. « N'avancez pas maintenant, évitez l'adversaire. Avant tout, éloignez le roi de la dangereuse ligne G8H7. Votre partenaire attaquera probablement sur l'autre flanc, mais vous y parerez avec la tour C8-C4. Cela lui coûtera 2 coups, un pion et sa supériorité. Vous lutterez alors pion libre contre pion libre, et si vous vous défendez bien, vous ferez partie nulle. Vous ne pouvez pas tirer mieux de la situation. » Nous étions de plus en plus étonnés. La précision, autant que la rapidité de ses calculs, était déconcertante. On eût dit que cet homme lisait ses coups dans un livre. La chance inespérée que nous avions maintenant de faire, grâce à lui, partie nulle, contre un champion du monde, tenait de la magie. D'un commun accord, nous nous écartâmes pour mieux lui laisser voir l'échiquier. McConnor lui demanda encore une fois. « Déplacer le roi de G8 en H7 ? Certainement, il faut éviter l'adversaire. » McConnor obéit, et nous frappâmes sur le verre. Tchentovic s'avança vers notre table, de son pas tranquille, et apprécia la riposte d'un coup d'œil. Puis il poussa un pion de H2 en H4, sur l'autre flanc du roi, comme l'avait prévu notre sauveteur inconnu, qui aussitôt nous chuchota vivement. Avancez la tour de C8 en C4 pour qu'il soit obligé de protéger son pion. Cela ne lui servira d'ailleurs à rien. Vous attaquerez alors avec le cavalier C3D5, sans vous soucier de son pion libre, et voilà la situation rétablie. Cette fois, en avant toute, il n'est plus nécessaire de vous défendre. Nous ne comprenions pas ce qu'il voulait dire, pas plus que s'il lui parlait chinois. Cependant, McConnor, déjà entièrement subjugué, fit ce qu'on lui ordonnait sans réfléchir davantage. Le verre tinta de nouveau, rappelant Tchentovic. Pour la première fois, il ne joua pas aussitôt. Il regarda d'abord l'échiquier avec une attention soutenue. Puis il fit exactement le coup que l'étranger nous avait annoncé, et s'apprêta à s'éloigner. Cependant, avant de se détourner, se produisit un fait nouveau inattendu. Tchentovic leva les yeux, et il examina nos rangs. Il cherchait manifestement à savoir qui lui opposait tout à coup une si énergique résistance. Dès ce moment, notre excitation ne connut plus de bornes. Si nous avions été jusque-là sans espoir, la pensée de briser la froide arrogance de Tchentovic nous brûlait maintenant le sang. Déjà, notre nouvel ami avait décidé du coup suivant. Mes doigts tremblaient quand je saisis la cuillère pour frapper sur le verre. Nous connûmes alors notre premier triomphe. Le champion qui avait toujours joué debout hésita et finit par s'asseoir. Il se laissa tomber à regret pesamment sur son siège. Qu'importe. Il cessait ainsi de marquer physiquement sa supériorité sur nous. Nous l'avions obligé à se mettre sur le même plan que nous, tout au moins dans l'espace. Il réfléchit longtemps, penché sur l'échiquier, si bien qu'on ne voyait presque plus ses yeux. Sous les sombres paupières, et il faisait un tel effort de réflexion qu'il en ouvrait insensiblement la bouche, ce qui donnait à sa figure ronde une expression un peu niaise. Au bout de quelques minutes, il joua et se leva. Notre ami murmura aussitôt. « Bien joué !» Il ne se compromet pas, mais ne vous y laissez pas prendre. Obligez-le à choisir, et il le faut, pour obtenir partie nulle. Et alors, rien ne pourra plus le sauver. McConnor obéit. Dans les coups suivants, les deux adversaires se livrèrent sur l'échiquier, à un manège auquel nous autres, réduits depuis longtemps au rôle de comparses inutiles, ne comprenions rien du tout. Après 6 ou 7 coups, Tchentovic resta longtemps songeur. Puis il déclara « Partie nulle ». Il y eut un instant de silence complet. Dans le fumoir, on entendit tout à coup le bruit des vagues. La radio du salon nous envoya un jazz. Chaque pas résonna distinctement sur le pont. On perçut jusqu'au léger sifflement du vent, passant par les interstices des fenêtres. Le souffle coupé par la rapidité de l'événement,
nous étions véritablement effrayés de l'invraisemblance de cette aventure. Comment cet inconnu avait-il eu le pouvoir de faire perdre à moitié une partie à un champion du monde? McConnor se renversa brusquement en arrière et poussa un « Ah !» joyeux. De mon côté, j'observais Tchentovic. Il m'avait semblé qu'il pâlissait déjà un peu pendant les derniers coups. Mais il savait se contenir, toujours raide et l'air indifférent, et il demanda d'une voix neutre, en repoussant de la main des pièces de l'échiquier. Ces messieurs désirent-ils faire encore une troisième partie? Il posait la question de manière purement objective, en homme d'affaires. Mais en prononçant ces mots, il ne s'adressait pas à McConnor, car il jeta un regard perçant et direct dans la direction de notre sauveteur. Comme un cheval sait distinguer et reconnaître un meilleur cavalier à son assiette. Tchentovic devait avoir reconnu son véritable adversaire au dernier coup de la partie. Involontairement, nous avions suivi son regard et, un peu tendus, nous tournâmes les yeux vers l'étranger. Pourtant, sans lui laisser le temps de réfléchir ou seulement de répondre, McConnor lui cria, débordant d'orgueil triomphant. « Naturellement, mais vous allez jouer seul contre lui, vous seul contre Tchentovic. » Un fait surprenant se produisit alors. L'étranger, qui était resté bizarrement absorbé par l'échiquier, déjà débarrassé, sursauta en sentant tous les yeux fixés sur lui, et en s'entendant interpeller avec un tel enthousiasme, son visage parut troublé. « Jamais de la vie, messieurs, bégaya-t-il, visiblement confus. C'est tout à fait impossible. Je ne saurais entrer en considération. Il y a 20 ou 25 ans que je n'ai pas vu d'échiquier. Je suis intervenu dans votre jeu sans votre permission, et je m'aperçois maintenant seulement combien c'était déplacé de ma part. Veuillez excuser un importun qui ne recommencera pas, je vous assure. » Et avant que nous fussions remis de notre surprise, il avait quitté la pièce. « Cela ne se passera pas ainsi, » tonna le bouillant McConnor, en frappant du poing sur la table. 25 ans que cet homme n'a pas joué aux échecs. C'est tout à fait impossible. Il combinait chaque coup, chaque riposte, au moins 5 ou 6 coups d'avance. Personne ne peut jouer ainsi tout de go. C'est absolument impossible, n'est-ce pas? Il s'était tourné sans le vouloir vers Tchentovic en disant ces derniers mots. Mais le champion du monde resta impassible. Je ne puis en juger. Il est certain que monsieur a joué de manière un peu étonnante et non sans intérêt. C'est pourquoi je lui ai intentionnellement laissé une chance. Tout en parlant, il se leva et ajouta négligemment de sa voix neutre. Si l'un ou l'autre de ces messieurs désirait faire une autre partie demain, je suis à leur disposition dès 3 heures de l'après-midi. Nous ne pûmes réprimer un léger sourire. Nous savions tous que Tchentovic n'avait pas eu à se montrer généreux envers notre sauveteur inconnu, et que sa remarque n'était qu'un naïf subterfuge servant à cacher sa mésaventure. Notre désir d'abaisser un orgueil aussi invétéré s'en accrut. Paisibles et indolents passagers que nous étions jusque-là, nous fûmes saisis soudain d'une humeur sauvage et batailleuse à la pensée que sur ce bateau, en plein océan, Tchentovic pourrait se voir arracher ses palmes. Ce serait un record immédiatement annoncé par radio au monde entier. Et cela s'ajouterait encore, s'ajouterait encore l'attrait du mystère dans lequel était apparu notre héros. Juste à l'instant critique et le contraste de sa modestie presque excessive avec l'imperturbable arrogance du professionnel. Qui était cet inconnu? Le hasard nous avait-il fait découvrir un nouveau génie de l'échiquier? Ou bien était-ce un maître déjà célèbre qui nous cachait son nom pour un motif impénétrable? Nous débattions ces questions avec la plus grande animation, et les hypothèses les plus hardies ne l'étaient point encore assez pour concilier la timidité de l'étranger et sa surprenante confession avec son évidente connaissance du jeu d'échecs. Sur un point cependant, nous étions unanimes. Nous ne voulions à aucun prix renoncer au spectacle d'un nouvel affrontement. Nous convînmes de tout tenter pour décider l'inconnu à jouer une partie contre Tchentovic le lendemain, et McConnor s'engagea à couvrir les risques financiers de l'affaire. Sur ces entrefaites, on apprit en interrogeant le steward que l'étranger était autrichien, et je fus chargé, puisque j'étais son compatriote, de lui présenter notre requête. J'eus vite fait de le retrouver sur le pont, où il s'était réfugié sans tarder. Il lisait, étendu sur sa chaise longue. Avant de l'aborder, je le considérais longuement. Sa tête anguleuse s'appuyait au coussin dans une pose un peu lasse,
et l'étonnante pâleur de ce visage relativement jeune me frappa de nouveau. Ses cheveux étaient tout blancs. J'avais je ne sais quoi, l'impression que cet homme avait vieilli prématurément. Il se leva avec courtoisie lorsque je m'approchai de lui et se présenta. Son nom, qui me fut aussitôt familier, était celui d'une vieille famille autrichienne très considérée. Je me souvins qu'un très proche ami de Schubert l'avait porté, ainsi qu'un des médecins du vieil empereur. Lorsque je lui fais part au docteur B de notre désir qu'il acceptât le défi de Tchentovitch, il sembla très déconcerté. Je découvris qu'il n'avait pas eu la moindre idée qu'il jouait contre un champion, et même contre le champion le plus célèbre de l'époque. Ce fait parut l'impressionner beaucoup, car il me demanda plusieurs fois et avec insistance si j'étais sûr de ce que j'avançais, et si son adversaire était vraiment un maître aussi connu. Cela facilita ma tâche, comme je le vis bientôt. Cependant, je sentais en lui tant de délicatesse que je jugeais plus à propos de ne rien dire, des risques matériels que MacConnor prenait à sa charge, en cas de défaite. Après un long moment d'hésitation, M. B se déclara prêt à disputer une partie, mais non sans m'avoir expressément prié d'avertir, encore une fois ces messieurs, qu'ils ne devaient pas fonder de trop grands espoirs sur ses talents. Car, ajouta-t-il avec un sourire pensif, j'ignore en vérité si je suis capable ou non de jouer une partie d'échecs selon toutes les règles. Croyez-moi, c'était sans aucune fausse modestie que j'ai affirmé n'avoir pas touché à un échiquier depuis le temps où j'étais lycéen, c'est-à-dire depuis plus de 25 ans. Et je n'étais même alors qu'un joueur insignifiant. Il disait cela avec tant de simplicité que je ne pouvais douter le moins du monde de sa sincérité. Néanmoins, je ne pus m'empêcher d'exprimer mon étonnement de ce qu'il put se rappeler si exactement les tactiques des différents maîtres qu'il avait cités. Il devait s'être beaucoup intéressé aux échecs, théoriquement du moins. À ces mots, M.B. eut de nouveau son étrange sourire songeur. « Si, je m'en suis occupé. Dieu seul sait à quel point ce que vous venez de dire est vrai. Mais la chose se produisit dans des circonstances tout à fait particulières, voire uniques. C'est une histoire assez compliquée qui pourrait tout au plus servir d'illustration à la charmante et grandiose époque où nous vivons. Si vous avez la patience de m'écouter une demi-heure. » D'un geste, il m'avait invité à m'asseoir sur la chaise longue à côté de la sienne. J'acceptai de bon cœur. Nous étions seuls. M.B. ôta ses lunettes, les posa et commença. « Vous avez eu l'amabilité de me dire que vous étiez viennois et que vous vous souveniez du nom de ma famille. Cependant, je suppose que vous n'avez guère entendu parler de l'étude d'avocat que je dirigeais avec mon père, d'abord, puis tout seul. Car nous ne défendions pas de cause éclatante, celle dont on parle dans les journaux, car nous ne défendions pas de cause éclatante, celle dont on parle dans les journaux, et nous ne cherchions pas à augmenter notre clientèle. En réalité, nous ne plaidions plus à proprement parler. Nous nous bornions à être des conseillers juridiques et à administrer les biens des grands couvents avec lesquels mon père, ancien député du parti clérical, avait des relations étroites. En outre, je puis vous le dire sans indiscrétion, puisque aujourd'hui la monarchie relève de l'histoire ancienne, quelques membres de la famille impériale nous avaient confié la gérance de leur fortune. Ces liens avec la cour et le clergé dataient de 2 générations déjà. Un de mes oncles était médecin de l'empereur, un autre abbé à Seitenstetten. Nous n'avions qu'à les maintenir. C'était là une activité tranquille et je dirais discrète, vu la confiance qui nous était échue par voie d'héritage et qui ne demandait pour nous être conservée qu'une extrême réserve et une honnêteté éprouvée. 2 qualités que feu mon père possédait au plus haut degré. Il réussit en effet à garder à ses clients une partie considérable de leur fortune, malgré l'inflation et la révolution. Lorsqu'ensuite Hitler arriva au pouvoir en Allemagne et qu'il se mit à dépouiller l'église et les couvents, diverses transactions et négociations se firent par notre moyen, de l'autre côté de la frontière, pour éviter au moins la saisie des biens mobiliers de nos clients. Et à ce moment-là, nous en savions plus, mon père et moi, sur certaines négociations politiques secrètes de Rome et de la maison impériale que le public n'en apprendra jamais. Mais précisément le caractère discret de notre bureau, il n'y avait même pas de plaque à notre porte, et la prudence avec laquelle nous évitions ostensiblement tous deux des milieux monarchistes, paraissaient nous mettre le plus à l'abri possible des enquêtes importunes. Le fait est qu'aucune autorité en Autriche ne se douta jamais que, durant toutes ces années,
de très importants documents et le courrier secret de la maison impériale passait presque sans exception par l'insignifiante étude que nous avions au 4e étage d'une maison. Or, les national-socialistes, bien avant de mettre sur pied leur armée et de les lancer contre le monde, avaient organisé dans tous les pays voisins une autre légion, aussi dangereuse et bien entraînée, celle des laissés-pour-compte, des aigris, des mécontents. Ils s'étaient insinués en installant leurs cellules, comme ils disaient, dans chaque bureau, dans chaque entreprise, et avaient leur poste d'espionnage et leurs mouchards jusque dans le cabinet particulier de Dollfussé, de Schuschnigg. J'appris hélas trop tard quels avaient leurs hommes aussi dans notre petite étude. Ce n'était à vrai dire qu'un pitoyable commis très peu capable que nous avions engagé sur la recommandation d'un curé et simplement pour donner à notre bureau l'aspect d'une affaire ordinaire. Nous ne lui confions rien d'autre que des courses inoffensives, le soin de répondre au téléphone et de ranger des documents. Mais seulement ceux qui étaient insignifiants et sans aucune importance. Il n'était jamais autorisé à ouvrir le courrier, j'écrivais moi-même à la machine toutes les lettres importantes, sans en laisser de copie au bureau. J'emportais chez moi les documents de valeur et donnais mes consultations secrètes exclusivement au prieuré du couvent ou dans le cabinet de mon oncle. Grâce à ces précautions, ce mouchard n'avait rien d'intéressant à épier au bureau. Il fallut un hasard malheureux pour que l'ambitieux individu s'aperçût qu'on se méfiait de lui et que toutes sortes d'affaires sérieuses se passaient derrière son dos. Peut-être en mon absence, un messager imprudent a-t-il parlé de Sa Majesté au lieu de l'appeler le baron Berne, comme il était convenu, ou bien le gredin a-t-il ouvert des lettres, contrairement aux ordres reçus. Toujours est-il que Munich ou Berlin le chargea de nous surveiller, avant que j'en eusse le moindre soupçon. Ce n'est que beaucoup plus tard et longtemps après avoir été arrêté que je me rappelais le zèle subit dont il avait fait preuve dans les derniers temps de son service chez nous, contrairement à sa nonchalance du début, et l'insistance avec laquelle il m'avait offert à plusieurs reprises de mettre mon courrier à la poste. Il y eut donc de ma part une certaine imprévoyance, je l'avoue. Mais combien de diplomates et d'officiers n'ont-ils pas été trompés par la perfidie de la clique hitlérienne ? J'eus bientôt une preuve tangible de l'attention qui me voulait depuis longtemps la Gestapo. Le soir même où Schuschnigg annonçait sa démission, la veille du jour où Hitler entrait à Vienne, j'étais déjà arrêté par des hommes de la SS. J'avais par bonheur pu brûler les papiers les plus importants, sitôt après avoir entendu le discours d'adieu de Schuschnigg. Et à la dernière minute, juste avant que les sbires n'enfoncent ma porte expédiée à mon oncle dans une corbeille de linge, par l'intermédiaire de ma vieille et fidèle gouvernante, tous les papiers nécessaires à la reconnaissance des titres que les couvents et 2 archiducs possédaient à l'étranger. MB interrompit son récit pour allumer un cigare. À la vive lueur de la flamme, je remarquai qu'un tic nerveux qui m'avait déjà frappé auparavant en tordait le coin droit et revenait toutes les quelques minutes. Ce n'était qu'un mouvement fugitif à peine perceptible, mais il donnait à tout son visage une expression étrangement inquiète. Vous figurez sans doute que je vais maintenant vous parler d'un de ces camps de concentration où furent conduits tant d'Autrichiens restés fidèles à notre vieux pays, et que je vais vous décrire toutes les humiliations et les tortures que j'y souffris. Mais il ne m'arriva rien de pareil. Je fus classé dans une autre catégorie. On ne me mit pas avec ces malheureux sur lesquels on se vengeait d'un long ressentiment par des humiliations physiques et psychiques, mais dans cet autre groupe, beaucoup moins nombreux, dont les national-socialistes espéraient tirer de l'argent, ou des renseignements importants. Ma modeste personne, bien sûr, ne présentait en elle-même aucun intérêt pour la Gestapo. Mais on devait avoir appris que nous avions été les hommes de paille, les administrateurs et les hommes de confiance de leurs adversaires les plus acharnés. Et ce que l'on espérait obtenir de moi, c'était des renseignements, des documents qu'on tournerait en preuves accablantes, des transferts de fonds réalisés par les couvents, des documents aussi contre la maison impériale et contre tous les Autrichiens fidèles et dévoués à la monarchie. On se disait, et non sans raison en effet, que les fortunes passées entre nos mains avaient dû laisser de respectables restes dans quelque endroit inaccessible à leur cupidité. Aussi, on m'arrêta dès le premier jour pour tenter de m'extorquer ces secrets au moyen de méthodes dont on connaissait les excellents résultats. Les gens de cette catégorie dont on voulait tirer des renseignements ou de l'argent n'étaient donc pas mis en camp de concentration. On leur réservait un sort spécial. Vous vous souvenez peut-être que si notre chancelier, ni le baron de Rothschild, dont ils espéraient que les familles livreraient des millions,
ne furent enfermés derrière des fils de fer barbelés, mais qu'on leur fit l'apparente faveur de les installer dans un hôtel où ils eurent chacun leur chambre particulière. C'était l'hôtel Métropole, celui-là même où la Gestapo avait établi son quartier général. L'obscur personnage que je suis eut aussi cet honneur. Une chambre particulière dans un hôtel, peut-on rêver traitement plus humain, n'est-ce pas? Et pourtant, croyez-moi, c'était pour nous appliquer une méthode plus raffinée, mais non pas plus humaine, qu'on nous logeait en personnalité importante dans des chambres d'hôtel particulières et convenablement chauffées, plutôt que dans des baraques glacées et avec 20 personnes. Car la pression qu'on voulait exercer sur nous, pour nous arracher les renseignements recherchés, était d'une espèce plus subtile que celle des coups de bâton et des tortures corporelles. C'était l'isolement le plus raffiné qui se puisse imaginer. On nous ne faisait rien. On nous laissait seulement en face du néant, car il est notoire qu'aucune chose au monde n'oppresse davantage l'âme humaine. En créant autour de chacun de nous un vide complet, en nous confinant dans une chambre hermétiquement fermée au monde extérieur, on usait d'un moyen de pression qui devait nous desserrer les lèvres de l'intérieur, plus sûrement que les coups et le froid. Au premier abord, la chambre qu'on m'assigna n'avait rien d'inconfortable. Elle possédait une porte, un lit, une chaise, une cuvette, une fenêtre grillagée. Mais la porte demeurait verrouillée nuit et jour. Il m'était interdit d'avoir un livre, un journal, du papier ou un crayon. Et la fenêtre s'ouvrait sur un mur coupe-feu. Autour de moi, c'était le néant. J'y étais tout entier plongé. On m'avait pris ma montre afin que je ne mesure plus le temps. Mon crayon afin que je ne puisse plus écrire. Mon couteau afin que je ne m'ouvre pas les veines. On me refusa même la légère griserie d'une cigarette. Je ne voyais jamais aucune figure humaine, sauf celle du gardien, qui avait ordre de ne pas m'adresser la parole et de ne répondre à aucune de mes questions. Je n'entendais jamais une voix humaine. Jour et nuit, les yeux, les oreilles, tous les sens se trouvaient pas le moindre aliment. On restait seul, désespérément seul, en face de soi-même, avec son corps et 4 ou 5 objets muets. La table, le lit, la fenêtre, la cuvette. On vivait comme le plongeur sous sa cloche de verre, dans ce noir océan de silence. Mais un plongeur qui presse déjà que la corde qui le reliait au monde s'est rompue et qu'on ne le remontera jamais de ces profondeurs muettes. On n'avait rien à faire, rien à entendre, rien à voir. Autour de soi régnait le néant vertigineux, un vide sans dimension dans l'espace et dans le temps. On allait et venait dans sa chambre avec des pensées qui vous trottaient et vous venaient dans la tête, sans trêve, suivant le même mouvement. Mais si dépourvues de matière qu'elles paraissent, les pensées aussi ont besoin d'un point d'appui, faute de quoi elles se mettent à tourner sur elles-mêmes, dans une ronde folle. Elles ne supportent pas le néant, elles non plus. On attendait quelque chose du matin au soir, mais il n'arrivait rien. On attendait, recommençait à attendre, il n'arrivait rien. À attendre, attendre et attendre. Les pensées tournaient dans votre tête, jusqu'à ce que les tempes vous fassent mal. Il n'arrivait toujours rien. On restait seul. Cela dura 15 jours, pendant lesquels je vécus hors du temps, hors du monde. La guerre eût éclaté que je n'en aurais rien su. Le monde ne se composait plus pour moi que d'une table, d'une porte, d'un lit, d'une chaise, d'une cuvette, d'une fenêtre et de 4 murs, sur lesquels je regardais fixement le même papier. Chaque ligne de son dessin mouvementé s'est gravée comme au burin dans les replis de mon cerveau, tant je les regardais. Enfin commencèrent les interrogatoires. On était appelé brusquement, sans bien savoir si c'était la nuit ou le jour. On vous conduisait à travers des corridors. On ne savait pas où. On attendait ensuite quelque part, sans savoir où on était. Puis on se trouvait tout à coup devant une table autour de laquelle étaient assis quelques personnages en uniforme. Sur la table, il y avait une liasse de papier, un dossier dont on ne savait pas ce qu'il contenait. Et aussitôt commençaient les questions, les franches et les perfides, celles qui en cachent d'autres, celles qui cherchent à vous prendre au piège. Pendant que vous répondiez, des mains étrangères et hostiles feuilletaient ces papiers dont vous ne saviez pas ce qu'ils contenaient. Des doigts étrangers et hostiles griffonnaient un procès verbal, sans que vous sachiez ce qu'ils écrivaient. Mais le plus redoutable pour moi, dans ces interrogatoires, c'était de ne jamais pouvoir deviner ce que, grâce à son espionnage, la Gestapo connaissait réellement de la marche de mes affaires, et ce qu'elle voulait apprendre de moi. Comme je vous l'ai dit, j'avais expédié à mon oncle à la dernière minute et par l'intermédiaire de ma gouvernante
les documents les plus compromettants. Mais les avait-il reçus? Ne les avait-il pas reçus? Et jusqu'à quel point mon employé m'avait-il trahi? Qu'avait-on pu saisir de mes lettres? Qu'avait-on tiré? Peut-être déjà d'un pauvre prêtre, habilement interrogé dans l'un des couvents que nous représentions. On me questionnait. Quel titre avais-je acheté pour ce couvent? Avec quelle banque étais-je en correspondance? Connaissais-je monsieur Untel? Recevais-je des lettres de Suisse et de Stinnokerzeel? Et comme je ne pouvais me faire une idée exacte de ce qu'on savait déjà, chacune de mes réponses comportait une écrasante responsabilité. Si je reconnaissais quelque chose qu'on ne savait pas, j'envoyais peut-être quelqu'un à la mort. Si j'en taisais trop, je me nuisais moi-même. L'interrogatoire n'était pourtant pas le pire. Le pire, c'était le retour à ce néant. Juste après, dans cette même chambre, devant cette même table, ce même lit, cette même cuvette, ce même papier au mur. Car à peine étais-je seule avec mes pensées que je me mettais à refaire l'interrogatoire, à songer à ce que j'aurais dû répondre de plus habile, à ce que je devrais dire la prochaine fois pour écarter le soupçon que j'avais peut-être éveillé par une remarque inconsidérée. J'examinais, je creusais, je sondais, je contrôlais chacune de mes dépositions. Je repassais chaque question posée, chaque réponse donnée. J'essayais d'apprécier ce que leur procès-verbal pouvait avoir enregistré, tout en sachant bien que je n'y parviendrais jamais. Mais ces pensées, une fois mises en branle, dans cet espace vide, elles tournaient dans ma tête, faisant sans cesse entre elles de nouvelles combinaisons, et me poursuivant jusque dans mon sommeil. Ainsi, une fois fini l'interrogatoire de la Gestapo, mon propre esprit prolongeait inexorablement son tourment, avec autant ou peut-être même plus de cruauté que les juges, qui levaient l'audience au bout d'une heure, tandis que dans ma chambre, cette affreuse solitude rendait ma torture interminable. Autour de moi, jamais rien d'autre que la table, l'armoire, le lit, le papier peint, la fenêtre. Aucune distraction, pas de livre, pas de journal, pas d'autre visage que le mien, pas de crayon qui me permît de prendre des notes, pas une allumette pour jouer, rien. Oui, il fallait un génie diabolique, un tueur d'âme pour inventer ce système de la chambre d'hôtel. Dans un camp de concentration, il m'eût fallu sans doute charrier des cailloux, jusqu'à ce que mes mains saignaient et que mes pieds gèlent dans mes chaussures. J'eusse été parqué avec 25 autres dans le froid et la puanteur. Mais du moins j'aurais vu des visages. J'aurais pu regarder un champ, une brouette, un arbre, une étoile, quelque chose enfin qui change, au lieu de cette chambre immuable, si horriblement semblable à elle-même dans son immobilité fixité. Là, rien qui puisse me distraire de mes pensées, de mes folles imaginations, de mes récapitulations maladives. Et c'était justement ce qu'il voulait, me faire ressasser mes pensées jusqu'à ce qu'elles m'étouffent, et que je ne puis faire autrement que de les cracher, pour ainsi dire, d'avouer tout ce qu'il voulait, livrant ainsi mes amis et les renseignements désirés. Je sentais que mes nerfs, peu à peu, commençaient à se relâcher sous cette atroce pression du néant. Et je me raidissais jusqu'à la limite de mes forces pour trouver ou pour inventer une diversion. En guise d'occupation, je récitais ou reconstituais tant bien que mal tout ce que j'avais appris par cœur autrefois. Chants populaires et rimes enfantines, passages d'Homère appris au lycée, paragraphes du Code civil. Puis j'essayais de faire des calculs, d'additionner, de diviser des nombres quelconques, mais dans ce vide, ma mémoire ne retenait rien. Je ne pouvais me concentrer sur rien. La même pensée se glissait partout. Que savent-ils? Qu'ai-je dit hier? Que dois-je dire la prochaine fois? Je vécus 4 mois dans ces conditions indescriptibles. 4 mois, c'est vite écrit et c'est vite dit. Un quart de seconde suffit à articuler ces 3 syllabes. 4 mois. Quelques caractères suffisent à les noter. Mais comment peindre, comment exprimer, fût-ce pour moi-même, pour soi-même, une vie qui s'écoule hors de l'espace et du temps? Personne ne dira jamais comment vous ronge et vous détruit ce vide inexorable, de quelle manière agit sur vous la vue de cette perpétuelle table et de ce lit, de cette perpétuelle cuvette et de ce papier au mur, ce silence auquel on vous réduit, l'attitude de ce gardien, toujours le même, et qui pose la nourriture devant son prisonnier, sans lui jeter un regard. Des pensées toujours les mêmes tournent dans le vide autour de ce solitaire, jusqu'à ce qu'il devienne fou. À de petits signes inquiétants, je connus que mon cerveau se détraquait. Au début, j'avais la tête claire durant les audiences, et je faisais des dépositions calmes et réfléchies. Je triais parfaitement dans mon esprit ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire. Maintenant, je n'articulais plus même une phrase toute simple sans bégayer, car tout en la prononçant, je fixais hypnotisé la plume du greffier qui courait sur le papier, comme si je voulais courir après mes propres paroles.
Je sentais que mes forces diminuaient et qu'approchait le moment où, dans l'espoir de me sauver, je dirais tout ce que je savais et peut-être davantage encore. Ou, pour échapper à l'emprise mortelle de ce néant, je trahirais 12 hommes et leurs secrets. Dussé-je n'y gagner qu'un instant de répit. J'en étais là un certain soir. Le gardien m'apporta justement alors à manger, et je lui criai en suffoquant au moment où il s'en allait. Conduisez-moi à l'interrogatoire, je dirai tout, je dirai où sont les papiers, où est l'argent, je dirai tout, tout. Par bonheur, il n'entendit pas. Peut-être aussi ne voulut-il pas entendre. J'en étais réduit à cette extrémité quand se produisit un événement inattendu, qui devait être mon salut, du moins pour un certain temps. C'était un jour sombre et maussade de la fin juillet, je me souviens très bien de ce détail, parce que la pluie tambourinait sur les vitres, le long du couloir par lequel on m'emmenait à l'interrogatoire. On me fit attendre dans l'antichambre du juge d'instruction. Il fallait toujours attendre avant de comparaître. Cela faisait partie de la méthode. On commençait par ébranler les nerfs de l'inculpé, en l'envoyant chercher brusquement au milieu de la nuit. Puis, lorsqu'il s'était ressaisi, bandant toutes ses énergies en vue de l'audience, on le faisait attendre. Attendre absurdement 1 heure, 2 heures, 3 heures, avant de l'interroger pour le mater corps et âme. Je restais debout dans cette salle d'attente 2 bonnes heures durant, ce jeudi 27 juillet. Et voici pourquoi je me rappelle si précisément de cette date. Il y avait un calendrier, suspendu au mur, et tandis que les jambes me rentraient dans le corps à force d'être debout, il était bien entendu interdit de s'asseoir. Je dévorais des yeux dans une soif de lecture que je ne peux pas vous décrire, ce chiffre et ce petit mot 27 juillet, qui se détachaient contre la paroi, car je les incorporais quasiment à ma matière grise. Puis je me remis à attendre, à regarder la porte, à me demander quand elle s'ouvrirait enfin. À réfléchir à ce que les inquisiteurs me demanderaient cette fois, tout en sachant bien qu'ils ne me poseraient pas les questions auxquelles je me préparais. Malgré l'anxiété de cette attente, malgré la fatigue qu'elle me causait, c'était encore un soulagement d'être ainsi dans une autre chambre que la mienne, une chambre un peu plus grande, éclairée de 2 fenêtres au lieu d'une, sans lit et sans cuvette, où l'appui de fenêtre ne présentait pas certaines fentes que j'avais remarquées des millions de fois dans la mienne. La porte avait un vernis différent, la chaise aussi, devant le mur était autre. À gauche, il y avait une armoire pleine de dossiers et un vestiaire avec des patères auxquels pendaient 3 ou 4 manteaux militaires mouillés, les manteaux de mes bourreaux. Ainsi, j'avais des objets nouveaux à regarder, à examiner. Enfin du nouveau, et mes yeux frustrés se cramponnaient avidement au moindre détail. Je considérais chaque pli de ces manteaux et je remarquais par exemple une goutte de pluie au bord d'un col mouillé. J'attendis avec une émotion insensée, cela va vous paraître ridicule, de voir si elle allait couler le long du pli ou se défendre encore contre la pesanteur et s'accrocher plus longtemps. Oui, je fixais, haletant, cette goutte pendant plusieurs minutes, comme si ma vie en dépendait. Et lorsqu'elle fut enfin tombée, je me mis à compter les boutons sur chaque manteau. 8 au premier, 8 au second et 10 au troisième. Puis je comparais les parements entre eux. Mes yeux buvaient tous ces détails stupides et insignifiants. Ils s'en repaissaient et s'en délectaient avec une passion que je ne puis exprimer par des mots. Et soudain ils s'arrêtèrent net. J'avais découvert quelque chose qui gonflait sur le côté de la poche de l'un des manteaux. Je m'approchai et crus reconnaître, à travers l'étoffe tendue, le format rectangulaire d'un livre. Un livre. Mes genoux se mirent à trembler. Un livre. Il y avait 4 mois que je n'en avais pas tenu dans ma main, et sa simple représentation m'éblouissait. Un livre dans lequel je verrais des mots alignés les uns à côté des autres, des lignes, des pages, des feuillets que je pourrais tourner. Un livre où je pourrais suivre d'autres pensées, des pensées neuves qui me détourneraient de la mienne et que je pourrais garder dans ma tête. Quelle trouvaille enivrante et calmante à la fois. Mes regards se fixaient hypnotisés sur cette poche gonflée où se dessinait la forme du livre. Ils étaient aussi brûlants en regardant cet endroit banal que s'ils voulaient faire un trou dans le manteau. Je n'y tins plus, et sans le vouloir, je m'approchai encore. À la seule idée de palper un livre, fût-ce à travers une étoffe, les doigts me brûlaient jusqu'au bout des ongles. Presque sans le savoir, je me rapprochais toujours davantage. Le gardien ne prêtait, heureusement, aucune attention à mon étrange conduite. Peut-être trouvait-il simplement naturel qu'un homme veuille s'appuyer un peu à la paroi, après être resté 2 heures debout. Je finis par arriver près du manteau, et je mis mes mains derrière mon dos pour pouvoir le toucher subrepticement. Je tâtai l'étoffe et y sentis en effet un objet rectangulaire, qui était souple et craquait un peu. Un livre. C'était bien un livre. Comme l'éclair, la pensée jaillit dans mon cerveau. Essaie de le voler. Peut-être réussiras-tu,
Et alors, tu pourras le cacher dans ta cellule et lire, 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 enfin, lire de nouveau. À peine cette pensée m'était-elle venue qu'elle agit sur moi comme un violon poison. Mes oreilles se mirent à bourdonner. Le cœur me battit, mes mains glacées ne m'obéirent plus. Cependant, la première stupeur passée, je me serrai astucieusement contre le manteau et tout en regardant les yeux fixés sur le gardien, je fis peu à peu remonter le livre hors de la poche. Hop! Je le saisis avec adresse et précaution et je tins soudain dans ma main un petit volume assez mince. Alors seulement je fus effrayée de ce que je venais de faire. Mais je ne pouvais plus reculer. Où le mettre maintenant? Toujours derrière mon dos, je glissai le livre dans mon pantalon, sous la ceinture, et de là, tout doucement, jusque sur la hanche, de manière à pouvoir le tenir en marchant, la main sur la couture du pantalon, comme il se doit militairement. Il s'agissait à présent de mettre ma ruse à l'épreuve. Je m'écartai du vestiaire, je fis un pas, 2 pas, 3 pas, cela allait. Je parvenais à maintenir le livre à sa place en marchant, si je gardais le bras bien collé au corps à l'endroit de la ceinture. Vint alors l'interrogatoire. Il exigea de moi un plus gros effort que jamais, car toute mon attention se concentrait sur le livre et sur la façon dont je le tenais, plutôt que sur ma déposition. Par bonheur, l'audience fut courte et ce jour-là, et je rapportai le livre sain et sauf dans ma chambre. Je vous fais grâce des détails, il glissa bien une fois fort dangereusement à l'intérieur de mon pantalon pendant que je longeais le couloir, et il me fallut simuler un violent accès de toux pour me courber en deux et le repousser discrètement sous ma ceinture. Mais quel instant inoubliable que celui où je me trouvais dans mon enfer, enfin seul et cependant cette précieuse compagnie. Vous vous imaginez sans doute que j'ai immédiatement tiré le livre de sa cachette pour le contempler et le lire. Je n'en fis rien. Je voulus d'abord savourer toute la joie que me donnait la seule présence de ce livre, et je retardai à dessein le moment de le voir pour le plaisir, excitant de rêver en me demandant quelle sorte de livre je voulais que ce fût. Surtout imprimé très serré, avec le plus de texte possible, des feuillets très très fins, afin que j'aie plus longtemps à lire. J'espérais aussi que ce serait une œuvre difficile, qui demanderait un gros effort intellectuel, rien de médiocre, quelque chose qui puisse s'apprendre, qui se puisse apprendre par cœur, de la poésie et de préférence. Quel rêve téméraire, Goethe ou Homère. Enfin, je ne contins plus mon désir et ma curiosité. Étendu sur mon lit de façon que le gardien, s'il entrait tout à coup, ne puisse me surprendre, je tirai en tremblant le livre sous ma ceinture. Au premier coup d'œil, je fus dépité et amèrement déçu. Ce livre que j'avais escamoté au prix des plus grands dangers, ce livre qui avait éveillé en moi de si brûlants espoirs, n'était qu'un manuel d'échecs, une collection de 150 parties jouées par des maîtres. N'eussé-je pas été enfermé et verrouillé, j'aurais dans ma colère jeté le livre par la fenêtre, car au nom du ciel, que pouvais-je tirer de cette absurdité? Au temps où j'étais au lycée, j'avais essayé, comme la plupart de mes camarades, de déplacer des pions sur un échiquier les jours où je m'ennuyais. Mais comment me servir de cet ouvrage théorique? On ne peut jouer aux échecs sans partenaire, encore bien moins sans échiquier et sans pièces. Je feuilletai le volume avec mauvaise humeur, dans l'espoir d'y découvrir tout de même quelque chose à lire, un avant-propos, des instructions. Mais il ne contenait que les diagrammes tout secs, dans des encadrés de parties célèbres, avec au-dessous des signes qui me furent d'abord incompréhensibles. A2, A3, F1, G3, et ainsi de suite. C'était, me semble-t-il, une sorte d'algèbre dont je n'avais pas la clé. Mais peu à peu, je compris que les lettres A, B, C désignaient les lignes longitudinales, les chiffres de 1 à 8 les transversales, et que ces coordonnées permettaient d'établir la position de chaque pièce au cours de la partie. Ces représentations purement graphiques étaient donc une manière de langage. Je pourrais peut-être, me dis-je, fabriquer ici dans ma cellule une espèce d'échiquier et essayer ensuite de jouer ces parties. Grâce au ciel, je m'avisai que mon drap de lit était grossièrement quadrillé. Puis, avec soin, il finit par faire un damier de 64 cases. Je cachai alors le livre sous matelas, après en avoir arraché la première page. Puis, je prélevai un peu de mie sur ma ration de pain et j'y modelai des pièces, un roi, une reine, un fou et toutes les autres. Elles étaient bien uniformes, elles étaient bien informes, mais je parvins, non sans peine, à reproduire sur mon drap de lit quadrillé les positions que présentait le manuel. Néanmoins, lorsque je tentais de jouer une partie entière, j'échouais d'abord les premiers jours à cause de mes ridicules pièces en mie de pain que j'embrouillais continuellement parce que je n'avais pu mettre sur les noirs que de la poussière en guise de peinture. 5 fois, 10 fois, 20 fois, je dus recommencer cette première partie. Mais qui au monde disposait de plus de temps que moi, dans cet esclavage où me tenait le néant? Qui donc aurait pu être plus avide et plus patient? Au bout de 6 jours, je jouais déjà correctement cette partie.
8 jours après, je n'avais plus besoin des pièces en mille-pain pour me représenter les positions respectives des adversaires sur l'échiquier. 8 jours encore et je supprimais le drap-quadrillé. Les signes A1, A2, C7, C8 qui m'avaient paru si abstraits au début se concrétisaient à présent automatiquement dans ma tête en images visuelles. La transposition était complète. L'échiquier et ses pièces se projetaient dans mon esprit et les formules du livre y figuraient immédiatement des positions. J'étais comme un musicien exercé qui n'a aucun coup d'œil à jeter sur une partition pour entendre aussitôt les thèmes et les harmonies qu'elle contient. Il me fallut encore 15 jours pour être en état de jouer de mémoire, ou selon la formule consacrée à l'aveugle. Toutes les parties d'échecs exposées dans le traité. Je compris alors quel inappréciable bienfait ce vol audacieux m'avait valu. Car j'avais maintenant une activité absurde ou stérile qui, si vous voulez, mais une activité tout de même, qui détruisait l'empire du néant sur mon âme. Je possédais avec ces 150 parties d'échecs une arme merveilleuse contre l'étouffante monotonie de l'espace et du temps. Pour conserver son charme à ma nouvelle occupation, je partageais désormais méthodiquement ma journée. 2 parties le matin, 2 parties l'après-midi, et le soir une brève révision des 4. Ainsi, mon temps était rempli, au lieu de se traîner avec l'inconsistance de la gélatine, et j'étais occupé sans excès, car le jeu d'échecs possède cette remarquable propriété de ne pas fatiguer l'esprit et d'augmenter bien plutôt sa souplesse et sa vivacité. Cela vient de ce qu'en y jouant, on concentre toutes ses énergies intellectuelles sur un champ très étroit, même quand les problèmes sont ardus. Et voilà, donc je m'arrête là et bonne soirée. Mince.